je vais vous parler de ce qui est pour moi l'enfant soumis, ou ce qu'on peut appeler l'enfant esclave, qui est une façon d'éduquer un enfant banalisée. Et je pense que c'est intéressant d'en parler pour à la fois ceux qui sont dans ces schémas-là se remettre en question, ou alors ceux qui veulent être parents dans le futur, éviter de tomber dans ces pièges-là. Alors je ne suis pas parent, je préviens. La vidéo est faite à travers mes apprentissages liés à ma vie d'enfant. Et donc j'ai reconnu pas mal de dysfonctionnements en grandissant. Donc je ne me place pas en tant que parent dans cette vidéo, mais en tant qu'enfant qui a observé certaines choses. Bien sûr qu'il y aura sûrement des choses à faire évoluer et à changer plus tard. Quand un parent soumet un enfant, il le castre et ça le limite dans le futur. Plus tard, ça va lui empêcher de s'exprimer pleinement, ça va créer une sorte d'impuissance et ça se verra à travers son quotidien et sa façon de vivre, parfois de façon très inconsciente. Donc je vais soulever plein de comportements qui peuvent exister, qui peuvent être dysfonctionnels et qui peuvent limiter l'enfant dans le futur. Cette vidéo est sur un penchant enfant soumis et évidemment c'est le contraire de l'enfant roi. Mais étant donné que je suis moins à l'aise avec ce sujet, ma vidéo va être plus polarisée sur le côté enfant soumis. Alors avant de commencer vraiment à faire les points, je voulais aussi préciser que si l'enfant est soumis, du coup le parent se croit roi. Donc on n'est plus sur l'enfant roi, on est sur le parent roi. Voilà, déjà pour montrer un petit peu comment se positionne le parent dans la soumission de l'enfant. Je vais soulever les points, mais pas forcément en pointant du doigt directement les problématiques. Je vais d'abord dire la meilleure façon, selon moi, d'aborder la chose, le point positif, en fait. Je vais toujours commencer par le côté positif. Donc, selon moi, la première clé, c'est que l'enfant doit se sentir chez lui, dans son foyer. Si on fait sentir un enfant qu'il n'est pas chez lui, mais qu'il est chez nous, alors il ne se sentira jamais réellement bien dans son foyer. Voire il pourra développer la peur d'être mis à la rue car il est de trop. Il n'est pas à sa place. Mais si on prend la décision de faire un enfant, c'est quelque part on décide pour un certain temps de lui offrir un toit et de lui offrir une place. Je ne pense pas qu'une mère, quand l'enfant est dans son ventre, lui dise que l'enfant n'est pas chez lui. Alors pourquoi, une fois qu'il est sorti du ventre et qu'il est dans le foyer, il n'est pas chez lui non plus? Donc l'enfant a sa place dans le domicile. En lui disant cela, plus tard, il aura du mal à se sentir à un endroit, à se créer son endroit, à se trouver une maison, à trouver sa place dans le monde, et aura aussi peur d'être viré, d'être abandonné, par exemple de chez lui. Le penchant de ça, c'est qu'il ne faut pas non plus que l'enfant se sente chez lui, que ce soit son chez lui. On est sur un espace commun, on est sur un espace partagé qui appartient à tous ceux qui ont décidé de vivre ensemble. Toujours pour rester dans la maison, j'aimerais aborder un deuxième point. L'enfant peut avoir son mot à dire sur les espaces communs de la maison. Si on donne pour seul lieu à l'enfant la chambre et que c'est son espace, ça va créer comme une prison pour lui. Il aura l'impression d'habiter une petite pièce et pas avoir le droit de circuler ailleurs. Donc l'idée, c'est que l'enfant puisse circuler librement dans la maison et avoir son mot à dire sur ce qu'il ressent de la maison, sur la place qu'il occupe dans la maison, etc. Cependant, l'enfant doit aussi respecter les espaces privés des parents, ainsi que leurs affaires. Ça va dans les deux sens. Donc, troisième point, l'enfant mérite la même place matérielle que les parents. Si le parent s'offre une place royale par rapport à l'enfant va le ressentir. L'idée, c'est pas que il y ait la table des parents et la table des enfants tout le temps, que le parent a le droit de manger les mets de qualité et les enfants la nourriture la moins chère, parce que c'est directement ce qu'on fait, par exemple, avec les animaux ou avec les esclaves. Donc l'idée, c'est au maximum, même si c'est bien de souffrir des moments peut-être d'intimité de couple, au maximum d'avoir cette convivialité, ce plaisir commun de partager les endroits ensemble, les repas ensemble, qu'il n'y ait pas de favoritisme dans la façon dont est agencé les espaces.
Sinon, le parent cherche à se sentir supérieur. Ou alors, c'est un processus pour mettre l'enfant de côté et s'en débarrasser. Cependant, pourquoi on le fait? Ou on les fait, les enfants. Donc, évidemment que si on fait ça plus tard, l'enfant aura du mal à reconnaître sa valeur dans le monde. Si dans le foyer lui-même, on lui donne la place la plus petite, comment peut-il espérer faire carrière, avoir la place qui lui plaît, etc. Même s'autoriser des plaisirs, s'autoriser une vie d'abondance. Bon, évidemment, comme à chaque fois, je pèse le pour et le contre, l'enfant n'a pas non plus à être surchouchouté et à avoir le contraire de ce que je viens de dire. Voilà, c'est aussi cette logique évidente. 4. L'enfant a sa propre vie à vivre. L'adulte peut croire que l'enfant est une sorte d'outil pour se faciliter la vie. Donc l'enfant lui est redevable et l'enfant doit faire les choses, par exemple, qu'il a la flemme de faire. S'il est fatigué de sa journée et que la télécommande est un petit peu trop loin, il va peut-être demander à l'enfant de lui donner. Tu peux le faire toi-même, pourquoi l'exiger à quelqu'un? Il a aussi son énergie, ses besoins. Ça, par exemple, on peut penser que c'est un truc très archaïque ou dans les campagnes ou dans les pays pauvres comme l'Afrique, on va faire plein d'enfants pour qu'ils travaillent pour nous. Faut se rendre compte qu'aussi en France, il y a des parents qui font en sorte à ce que leurs enfants travaillent pour eux à la maison, que ce soit leur bonne. C'est pas leur femme de ménage, c'est pas leur esclave, c'est rien de tout ça. Et l'enfant aussi, des fois, il a passé une journée longue à l'école, quand il est rentré, il a envie de se poser. Lui aussi, il a sa croissance, lui aussi, il a ses problématiques, il a ses émotions, lui aussi. Là, on crée un futur très bon salarié, une personne soumise, etc. Évidemment, cela n'enlève pas que l'enfant doit apprendre à contribuer aux tâches de ménage, à la vie et à travailler en équipe avec sa famille. L'un n'enlève pas l'autre. Point numéro 5. L'enfant doit se sentir en sécurité avec sa famille. Est-ce normal de menacer ou de sanctionner un enfant, une vie? Pour moi, maintenant, c'est tellement du bon sens, mais il y en a encore, je pense, pour qui c'est normal. C'est banalisé. Est-ce que c'est normal qu'un enfant ait peur de la réaction de ses parents? Par exemple, s'il a une mauvaise note, d'avoir peur du retour de ses parents, de devoir leur dire que ça le terrifie. Est-ce qu'un parent doit terrifier un enfant pour essayer d'avoir une autorité qu'il n'arrive pas à voir autrement? Et ça ne va pas que par la violence physique, on est aussi sur la violence émotionnelle, verbale, rabaisser, injurer, frapper, sursanctionner, sanctionner. Imaginons quand l'enfant apprend à faire avec ce qu'il va accepter dans sa vie future, dans le monde. Je pense beaucoup au monde du travail, se faire sanctionner, rabaisser par ses supérieurs. Il a connu que ça à la maison. Ou alors il le fera aux autres. Parce que tout ce que je dis, l'enfant, soit il le subit plus tard, soit il le fera aux autres. Il fera peut-être aussi les deux. Reproduire le même schéma. Bon, évidemment, dans l'autre sens, ce n'est pas bon si l'enfant se met à menacer le parent, et à avoir une prise de pouvoir psychologique sur le parent, et que le parent laisse faire ça aussi. Numéro 6. L'enfant peut s'exprimer sur ses choix personnels, ses goûts, ses aspirations, ses besoins. Il y a des phrases comme ça qui me viennent, c'est « tu vas me parler sur un autre ton, t'as pas ton mot à dire, on t'a pas demandé ton avis ». Donc tes parents, tu fais des vacances, tu ne demandes pas à ton enfant ce qu'il a envie de faire en vacances, c'est-à-dire que tu lui imposes quelque chose pour lequel il n'a pas son avis. Tu fais à manger, il n'a pas son avis, ça sert à quoi? Vous parlez, il pense qu'il a un truc intéressant à dire, personne ne l'écoute, ça n'a pas de valeur ce qu'il dit parce qu'il est moins intelligent, plus jeune, moins d'expérience, moins... Comment ensuite l'enfant va arriver à être épanoui dans le monde, à exprimer ses besoins relationnels en couple, ses aspirations de vie, comment il va apprendre à se connaître, à savoir ses goûts, ses couleurs, à savoir dire aux gens ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, à ne pas accepter certaines choses. Toujours céder, dire ok, c'est ok, j'ai pas mon mot à dire. Évidemment, l'enfant ne peut pas non plus être capricieux et dès qu'il dit un truc, ça vient. On est dans cette juste balance. Numéro 7. L'enfant porte les clés de croissance du parent. L'enfant ne doit pas être perçu comme un problème. L'enfant va faire naturellement remonter des problématiques chez le parent
Si le parent se met en guerre contre son enfant, c'est là qu'il y a un gros problème. C'est-à-dire que le parent est dominant physiquement, l'enfant il est un peu perdu, il vient d'atterrir dans un monde, il ne sait pas où il est. Si le parent rentre en guerre avec, cette petite chose fébrile, vierge, innocente, et se sent menacé par l'enfant, j'ai envie de dire, où est l'adulte? Où est l'adulte et qui est l'enfant dans l'histoire? Tu vas pas aller te chamailler avec ton enfant. Pareil, pour se rassurer, le parent qui va créer des complices. Il va créer des complices dans le couple, avec les voisins, avec les familles, les grands-parents. Il va se plaindre de l'enfant. L'adulte se plaint de l'enfant. C'est qui l'adulte dans l'histoire? Ça, typiquement, l'enfant, ensuite, il peut se dire qu'il est le problème dans le futur, dans sa vie, qu'il est un problème. Et les croyances, quand on est un problème ou qu'on a un problème, ça peut aller loin. On peut être avec une personne qui s'auto-sabote, qui s'auto-mutile, qui se remet limite trop en question. Parce qu'en fait, le parent ne s'est pas remis en question. Le parent doit se remettre en question. Doit apprendre face à l'enfant à se remettre en question et ne pas utiliser de la violence. On peut, dans l'extrême cas, peut-être qu'il y a des cas où tu es un peu obligé, je ne veux pas non plus être extrême, mais au mieux, utiliser la sagesse avant tout. À l'opposé, l'enfant ne doit pas être non plus la solution au bonheur des parents. Si on l'accepte même dans ses dysfonctionnements, enfin accepter, en gros trop accepter, bah du coup, en tant que parent, on va aussi perdre notre rôle. 8, qui va un petit peu avec celui d'avant, c'est que l'enfant porte autant de vérité que les parents. On revient sur la remise en question. Le parent qui croit qu'il est l'autorité suprême, le professeur, le sachant. On dit souvent, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Mais il y a aussi quelque chose à savoir, c'est qui est le maître, qui est l'élève. La vie ne fonctionne pas comme ça. Tout est apprentissage pour tout le monde, tout le temps. Donc quand tu as un élève, apparemment, dans une hiérarchie qui te vient, il a aussi un truc à t'apprendre. Si l'enfant ne se sent pas avoir l'espace de s'exprimer et d'avoir sa propre autorité, il va avoir du mal à s'affirmer dans le monde, à affirmer ses positions, ses idées, sa confiance en soi, ses valeurs les plus hautes. Évidemment, l'enfant arrive dans ce monde et le parent a plus d'expérience. Donc l'enfant confie ce pouvoir au parent de le guider quand même un minimum. Donc il y a quand même une place naturelle que le parent a. Et donc l'enfant, s'il commence à jouer à Monsieur Je sais tout, il y a un dysfonctionnement aussi. Mais l'adulte doit avoir la sagesse, malgré la domination, de laisser un peu de place à l'enfant et des fois de comprendre qu'il n'a pas toute la vérité et que l'enfant porte des vérités en lui. Ça va me faire rebondir sur la suite qui est que l'enfant comprend par mimétisme. Il a besoin d'un parent qui montre l'exemple. Si le parent a ce rôle de « fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais », c'est-à-dire fais la vaisselle mais moi je la fais jamais, l'enfant va se sentir inférieur, esclave, et en plus, à ses yeux, il aura pitié de ses parents. Ils se diront mais c'est des incapables, ils savent même pas faire ce que moi je sais faire. Moi je me dis qu'un bon roi c'est quelqu'un qui sait montrer l'exemple. Et donc l'enfant a besoin que l'autorité soit incarnée et que le parent montre l'exemple. Déjà une première fois et puis des fois faire les choses ensemble. Toujours pour contrebalancer un peu de ce que je dis, à l'opposé, l'adulte ne doit pas non plus tout faire pour l'enfant quand l'enfant est fainéant, quand il n'a pas envie, etc. Point numéro 10. L'enfant est aussi important que les parents. Le parent aime se faire idolâtrer, mettre sur un piédestal. Si d'une certaine façon j'essaye de me faire grandir à travers l'enfant pour qu'il m'observe comme super papa, super maman, alors j'ai un rôle un peu abusif. Dans le futur, cet enfant, il va du coup avoir cette facilité à mettre des gens sur des piédestals et à se voir diminuer, inférieur. Il va idolâtrer. Ça peut être aussi des gens qui vont avoir des gourous spirituels ou alors des gens qui vont avoir des relations avec des gens qu'ils mettent sur un piédestal et dont ils n'auront que des miettes dans leur relation. Bon, évidemment, dans le côté contraire, l'enfant n'a pas à être non plus l'enfant béni, même si, bon, je dis un mot presque sacré, donc, mais l'enfant n'a pas à être surreprésenté, on va dire. Je me dis qu'un parent qui idolâtre son enfant, quelque part, il perd aussi en puissance vis-à-vis de l'enfant. Parce que l'enfant, il se dit « Ah, mais je suis supérieur ». Donc,
Mes parents valent moins que moi. Donc, dans tous les cas, c'est voilà. 10. Savoir reconnaître les qualités de l'enfant. Ce comportement a toujours pointé les défauts de l'enfant dès qu'il fait quelque chose. T'as pas fait ci, tu fais mal ça, qu'est-ce qui t'arrive, machin truc. Le côté chipotage. Chipoter dès qu'il y a un problème. C'est du harcèlement. Il y a des parents, ils se rendent pas compte, ils harcèlent leurs enfants. À toujours avoir le mot méchant, toujours avoir le mot piquant. Et puis ça continue plus tard. Quand l'enfant est adulte même des fois. Et tu trouves pas de travail, et machin, et t'es pas assez ceci, et t'es pas assez cela. C'est encore une fois une question d'équilibre. L'enfant a besoin d'être aussi reconnu dans ses qualités et pas forcément qu'il y ait du chipotage, du harcèlement. Il y a des fautes qui sont accidentelles, il y a des fautes qui arrivent, des oublis. Et il faut savoir dire les choses au bon moment et pas être toujours dans un harcèlement, quoi. En étant rabaissé comme ça constamment, comment l'enfant qui devient adulte peut arriver à se vendre dans le monde, à montrer sa valeur. Par exemple, à se vendre dans les relations amoureuses, montrer sa valeur. Ou par exemple, pour un entretien d'embauche, au travail, la confiance en soi, tout ça. Toujours dans un souci d'équilibre, l'enfant n'a pas non plus à être survalorisé. Si on survalorise l'enfant, il se croit aussi comme au-dessus et ça crée un déséquilibre dans l'autre sens. Et puis c'est surtout que ça crée des illusions. Si tu valorises l'enfant, par exemple, mon enfant est super alors qu'il ne travaille pas du tout à l'école, enfin il a des mauvaises notes. Ou alors, mon enfant est super alors qu'en fait il me parle mal tous les jours. On est dans une illusion, l'enfant, c'est l'enfant roi, il fait ce qu'il veut. Voilà après, qu'est-ce qu'il va devenir aussi cet enfant dans le futur, comment il va se comporter avec les gens. Et en fait, s'il est tout permis à la maison, il sera aussi tout permis à l'extérieur. Donc c'est toujours dans cette justesse, cet équilibre. 11. L'enfant doit se sentir libre. En fait, le parent peut être en survigilance vis-à-vis de l'enfant, l'épier, le surveiller, avoir une survigilance. Des fois, ça peut même avoir un aspect carcéral, comme faire des rondes pour aller voir si l'enfant dort bien et s'il n'est pas en train de tricher sur son sommeil. Alors, c'est le sujet pour lequel je vais être le plus vigilant parce qu'il faut justement une vigilance et surveiller l'enfant quand même. Mais c'est toujours dans cette énergie de prise de pouvoir ou dans notre propre anxiété quand on est parent et qu'on projette des peurs, l'enfant il ne se sentira pas libre. Il a besoin d'un parent serein. Une observation neutre, posée et calme. Un enfant qui est trop surveillé pourrait avoir des tendances un peu plus paranoïaques dans le futur. Ou alors s'il est trop enfermé comme ça, comment il va réussir à s'expandre dans le monde, à avoir une sorte de confiance en la vie, se sentir libre. Il pourra avoir cette habitude d'être enfermé. Du coup, il va essayer de se protéger du monde. Au contraire, un enfant qu'on ne va pas du tout surveiller, quelque part dans le monde, il sera lâché, il n'aura pas l'habitude d'être protégé, donc il fera un petit peu ce qu'il veut dans le monde, mais à côté, il ne se sentira pas sécure de le faire non plus. Donc pour avoir cet enfant à la fois équilibré dans je vais dans le monde et je reste à la maison et je vais au bon endroit au bon moment et je suis sécure quand je le fais, il faut être dans ce juste milieu. Voilà, j'ai terminé toute cette petite liste d'observations personnelles liées à la soumission de l'enfant. Et j'espère que ça va pouvoir aider quelques-uns, soit à reconnaître ce qu'ils ont vécu, soit à faire attention avec leurs propres enfants. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter, plein de belles choses, et je vous dis à la prochaine. Ciao!